Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est riposte numéro 237, déjà, et oui. Dimanche 13 novembre, 18h02, 18e jour des émeutes de banlieue, 17e nuit de fièvre. 2652 personnes ont été interpellées, dont 364 condamnées à la prison ferme. 8000 bus et voitures ont été brûlés alors que les dégâts sont évalués d'ores et déjà à 200 millions d'euros. Des écoles, des gymnases ont été incendiés, des mosquées ont été attaquées. Plus grave encore, deux gamins sont morts, pour rien. Un homme a été tué devant ses enfants, pour rien. Une paralytique a été brûlée dans un bus, là au 3e degré, pour rien. Des policiers aussi. Les policiers ont été gravement blessés. Dimanche 13 novembre, 18h, 17 nuits, 18 jours. Au-delà de la répression et de ces chiffres lancinants, que doit-on faire tous ensemble, gouvernement, partis politiques, associations et nous tous, surtout nous tous, citoyens, pour répondre aux graves questions que nous pose cette crise, cette presque guerre des banlieues, expression tout aussi galvaudée. Écoutez ce président de la République. Il dénonce, je cite, la terrible uniformité de la ségrégation, celle qui regroupe des populations en difficulté dans le même quartier, qui rassemble les enfants d'origine étrangère dans les mêmes écoles. Ce président qui insiste, il faut casser partout les mécanismes de l'exclusion. Qui a dit ça? Jacques Chirac? Non, c'est François Mitterrand en 1990, après le drame de Vaux-en-Velin. Ce rappel historique, effectué par l'hebdomadaire Marianne, en dit long. Qu'a-t-on fait depuis 15 ans? Et que fera-t-on, surtout, après les émeutes actuelles? Les banlieues sont-elles, comme on dit, des territoires perdus de la République ou des territoires abandonnés par la République? Comment comprendre ces jeunes, nos jeunes? Seule certitude, les banlieues nous en disent beaucoup sur les blocages et surtout les peurs de la société française. Elles en sont, en tout cas, n'en doutons pas, le miroir. Avec nos invités que je m'empresse de vous présenter, nous allons tenter de répondre à ces questions et de proposer, en les écoutant, quelques solutions. Hamida Ben Sadia, bonsoir, vous êtes membre du collectif féministe pour l'égalité, chargé de mission au Conseil général de Seine-Saint-Denis, donc au cœur de l'action, si j'ose dire. Vous comprenez la révolte et même la violence de certains jeunes. D'après vous, je vous cite, le gouvernement fait fausse route et mène la République à l'explosion en opposant les populations les unes contre les autres. Nous vous écouterons, bien sûr. Djida Tazdaït, vous avez été en 1989 la première femme issue de l'immigration à être élue au Parlement européen sur la liste des Verts. Originaire de Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, vous avez fondé en 2003 le mouvement des musulmans laïcs de France. Pour vous, la crise que nous vivons actuellement ne révèle pas une faillite du modèle républicain, mais il est plutôt le fruit de manipulations politiques et religieuses qui exacerbent les tensions. Vous nous expliquerez qui manipule qui et pourquoi. Tariq Ramadan, bonsoir. Vous avez une réputation pour le moins, allez, comment on va dire, contrastée, voire sulfureuse. Certains vous accusent d'être un agitateur, carrément, d'autant plus redoutable qu'il serait masqué, un chantre intelligent et moderniste de l'islam radical. On vous prête aussi une grande influence et on vous dit très écouté partout, parmi la jeunesse et beaucoup des banlieues. Vous seriez, dit-on, ailleurs, de l'autre côté de la Manche, changement d'ambiance absolu. Alors là, c'est plus le même Tariq Ramadan. Vous ne provoquez pas la même méfiance, en tout cas. Après les attentats du mois de juillet, Tony Blair himself, si j'ose dire, vous a intégré dans sa task force qui réfléchit sur la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme. Merci d'accepter ce dialogue. Un dialogue qu'on espère constructif avec, entre autres, Alain Finkielkraut, grande figure intellectuelle française. Vous enseignez la philosophie à l'école polytechnique. Vous venez de publier Nous autres modernes aux éditions Ellipse, qui est un essai tout à fait passionnant. Nous autres les modernes. Vous êtes extrêmement indignés par les événements actuels. Il n'y a pas d'excuses, dites-vous, pour les émeutes en banlieue. Elles sont l'expression de la francophobie et de l'hostilité à la République. Vous ne cachez pas votre inquiétude, vous vous expliquerez sur ce plateau. Jacques Julliard, bonsoir. Vous êtes directeur délégué de la rédaction du Nouvel Observateur. Vous êtes aussi historien, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous venez de publier le brillant, vraiment brillant Malheur français chez Flammarion. Vous nous direz si les banlieues s'inscrivent dans ce malheur français. Pour vous, cette crise a évidemment une dimension politique, économique et sociale, mais surtout, dites-vous, une dimension morale. Nous vous écouterons. Karim Amellal, enfin, vous êtes ancien élève de Sciences Po. Bonsoir, vous êtes un jeune enseignant, brillant, et vous avez créé une entreprise de conseil en diversité culturelle. Vous êtes aussi l'auteur de Discriminer-moi, enquête sur nos inégalités, paru chez Flammarion. Votre propre réussite ne vous aveugle pas, et vous dressez un constat sévère de notre société. Notre modèle social est un modèle d'exclusion, un anti-modèle, dites-vous. Merci d'être parmi nous, Karim.
Donc cette 17e nuit, on va commencer par, comme ça, rapidement. Cette 17e nuit, il y a encore eu de nombreuses violences. Ce n'est pas fini. Moins en région parisienne, plus en province. Après 2 semaines, en un mot, comment sentez-vous la situation évoluer? Qui veut commencer? Moi, je crois que justement, aujourd'hui, il va falloir que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Au lieu de compter les points et le nombre de voitures brûlées, je crois qu'il faut qu'un certain nombre de responsables, d'autorités publiques reconnaissent qu'il y a un vrai problème. Pour le moment, personne ne s'excuse d'avoir oublié ces populations pendant 20 ans. Personne ne diagnostique les responsabilités réelles qui font qu'on en est à la 4e génération de gens précaires, où la précarité est devenue quasi héréditaire et s'institue en système, et que malgré qu'ils utilisent des modèles d'expression violents, qu'il faut en tous les cas résoudre, il faut structurer cette révolte et l'accepter comme telle et trouver des solutions ensemble. On a de voir ces jeunes et les reconnaître, les respecter donc. Merci Hamida Ben Sadia. Dans le même sens, l'urgence de reconnaître enfin les hommes, les femmes et les jeunes en particulier, puisque c'est donc d'eux dont parle aujourd'hui, comme appartenant à ce nous de la République, ce nous de la communauté nationale. Je crois que... C'est pas ils. C'est pas ils, c'est pas les banlieues, c'est pas les quartiers, c'est la population de France aujourd'hui qui s'exprime contre le chômage, qui s'exprime contre la misère. Et la question est fondamentalement politique. Les jeunes ne disent pas, au fond, nous n'appartenons pas à la République. Les jeunes disent, nous refusons le mépris dont nous sommes victimes aujourd'hui. Nous le refusons pour nous et pour nos parents. Et nous voulons des actes forts des responsables politiques et du personnel politique d'affirmation de ce nous. Alain Finkielkraut. Oui, je ne peux pas dire que je sois très étonné par ce que j'entends, mais en même temps, je suis accablé. Un malheur n'arrivant jamais seul, il y a les violences et il y a le commentaire aberrant qui les entoure. Le fait vous avez trouvé aberrant ce que vous avez entendu là? Oui, aberrant parce qu'on noie le sentiment de l'injustifiable dans la recherche des causes. Et on nous parle de jeunes qui veulent être reconnus par la République. Alors il y a un mois, ou plutôt quelques mois, est paru un rapport de l'éducation nationale sur les difficultés de l'enseignement dans un certain nombre d'établissements difficiles. Et on y apprenait par exemple que l'histoire était l'objet d'une accusation d'ensemble de la part de certains élèves et de ceux qui les influencent. Elle était considérée, cette histoire, comme trop judéo-chrétienne et comme exprimant une vision déformée du monde. Et ça se manifestait comment? Refus d'étudier l'édification des cathédrales ou d'ouvrir le livre sur un plan d'église byzantine, ou bien encore d'admettre l'existence de religions pré-islamiques en Égypte et au Moyen-Orient. Il y a les territoires perdus de la République dont vous avez parlé. C'est un livre accablant d'Emmanuel Brenner. Et puisque je sais que je ne dois pas accaparer la parole, je ne vois aucun lien de cause à effet entre le désespoir, la misère et la destruction, l'incendie des écoles. Le désespoir et la misère ne se sont jamais exprimés comme cela. Merci Tariq Ramadan. Oui, non, moi je crois que si on doit reconnaître ce qui est dit, bien sûr qu'il arrive qu'il y ait des contestations, il ne faut pas les admettre sur le cursus scolaire. Ce qui vient d'être dit, ce sont des faits. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, mais rien du tout. Le fond du problème n'est absolument pas là. Je crois que le fond du problème, il a été mis en évidence. Mais moi je crois que entre la façon dont vous avez présenté le débat et ce dont on parle aujourd'hui, on a les causes immédiates. Vous avez rappelé les propos d'un président en 1990, il y a 15 ans, qui dit exactement ce que nous répétons pendant 15 ans. Rien n'a été fait. Les politiques de gauche comme de droite ne sont absolument pas celles qui conviennent à la population. Et à partir d'un certain moment, ce qu'il faut qu'on se dise maintenant, c'est que oui, il y a une légitimité à la violence, la légitimité à la révolte et à la violence. Dans quel sens je le dis? Légitimité à la violence? Oui, non, attendez. La légitimité à la violence, ça veut dire qu'à un moment donné, des gens, des populations dans ce pays vous disent « ça fait des décennies que vous nous avez parqués là où nous sommes, que quand on parle, on ne nous écoute pas et qu'on nous envoie des politiques ou qu'on nous propose des politiques qui ne résolvent aucun problème. » Alors, je suis contre la violence. Je condamne cette violence. Légitime en même temps. Alors... Non, mais attendez. Légitimer la violence, c'est quoi? Légitimer le fait qu'aujourd'hui, des gens